Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre balado spécialisé en arts martiaux mixtes, la seule et unique au Québec. Merci d'être avec nous. Yes. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté, comment vas-tu? Ça va très bien, mon Ben. Excellent, t'as l'air en forme, je suis content. Yes. Merci, on a eu beaucoup de commentaires là, concernant notre épisode de la semaine dernière en compagnie d'Olivier Aubin-Mercier. Je pense que les gens ont apprécié. Olivier est toujours Ben, c'est ça, il laisse personne indifférent. un beau personnage, Ben oui, toujours ben le fun de l'avoir avec nous autres. Les gens ont beaucoup aimé. Merci pour vos commentaires. Merci Olivier d'être venu. Si vous voulez réécouter ça, bon, évidemment, on a parlé de l'actualité un petit peu à la fin de l'émission, mais on a surtout parlé de son retour dans l'Octogone le 27 juillet. Donc, c'est encore d'actualité. Si vous l'avez manqué, allez récupérer ça. Disponible sur toutes les plateformes, ainsi que notre épisode d'aujourd'hui. YouTube, entre autres, RDS.ca, Spreaker, iTunes, Google Podcast. Donc, c'est partout. Vous tapez Dans la cage. Application iHeartRadio, en plus. Effectivement, nouvelle application qui est disponible. Donc, on est facile à trouver. Dans la cage, vous tapez ça, vous allez retrouver tous nos épisodes, incluant celui de la semaine dernière avec le Canadian Gangster Olivier Aubin-Mercier qui va faire son retour à l'Octogone le 27 juillet prochain. Pat, gros gala la semaine passée du côté de Chicago, UFC 238. Exact. Un gala spectaculaire pour vrai. Là. La pré-carte avait commencé tranquillement, la pré-pré-carte, là, mais par la suite, là, vraiment eu des bons combats. On va vraiment y revenir. On n'a pas d'invité cette fin de semaine, donc on va parler de long en large de cette carte de Chicago. Il s'est passé beaucoup de choses à l'UFC 238 et on va également mettre la table pour ce qui s'en vient cette fin de semaine. L'UFC est en congé cette fin de semaine, mais gala Bellator, très intéressant du côté du Madison Square Garden à New York, mettant en vedette, entre autres, Rory McDonald en demi-finale du championnat du Grand Prix des mi-moyens Bellator. Va mettre sa ceinture en jeu également. Charles Sonnen est sur cette carte-là. Ton préféré, Dylan Dennis aussi. Ah, oui. Donc, on va revenir là-dessus. J'ai hâte de parler de Dylan. T'as hâte de parler de J'ai hâte Dylan? de parler de Dylan. C'est bon, c'est bon. J'ai hâte de t'entendre. Ah oui. J'ai hâte de t'entendre. Ça va être à la fin de l'émission. À tout seigneur, tout honneur, commençons par Henry Cejudo, parce que ceux qui ont écouté la semaine passée, j'ai remis un petit peu en doute pas ses capacités, là, parce que je sais que c'est un très bon combattant, mais j'avais choisi Marlon Moraes pour l'emporter dans ce championnat des poids coqs, donc 135 livres. Mais Cejudo m'a fait mentir. Il est devenu maintenant le Triple C, comme il s'est lui-même appelé, triple champion. Faut lui donner. Champion des 125 livres à l'UFC, champion des 135 livres et médaillé d'or olympique en lutte. Tu sais quand t'as réussi, là. Ouais, honnêtement, Quand ça va bien, là. et puis il s'est même dit, il s'est autoproclamé le meilleur combattant des sports de combat de l'histoire. Là. Donc, le meilleur athlète en sport de combat de toute l'histoire. Puis c'est vrai que quand tu te mets à penser à ça, atteindre le sommet dans deux sports différents, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, tout d'abord? Premièrement, il faut que je lève mon chapeau à ces hommes de coin. Ouais. C'est eux qui ont fait un gros travail. Oui, Cejudo s'est ajusté, il a écouté ses hommes de coin, mais entre le premier et le deuxième round, le premier round, c'était à l'avantage de Moraes. Il est en train de défoncer les jambes, pas à peu près. Et il a de la difficulté à trouver sa distance aussi. Il restait à distance de coups de pied et l'avantage de portée allait du côté de Moraes. Ouais. Donc, il n'était pas capable de rentrer à l'intérieur. Il restait toujours loin, avec de la misère à exploser. Et entre le premier et le deuxième, ses hommes de coin lui ont dit, il faut que tu sois à distance de tes frappes à toi, pas de ses frappes à lui. Puis on a mis beaucoup l'emphase là-dessus. Au deuxième round, on l'a vu, hein, ça a pris peut-être une minute avant qu'il se place. Après ça, quand il rentrait à l'intérieur, puis c'est lui qui poussait, qui rentrait dans le clinch solide, là, by the way, là, les coups de genoux, les choses comme ça, commençaient à frapper, commençaient à toucher la cible. Là, on a vu dans le visage de Moraes, OK, là, ça a changé. Là, la confiance vient de tomber. Sérieusement, hats off à ces hommes de coin qui ont vraiment décelé le problème, qu'est-ce qui se passait au premier round. Mais Cejudo, écoute, là, c'est un vrai, là. Tu as mentionné son palmarès là, des sports de combat, là, c'est quelque chose. Il n'y a jamais un athlète olympique qui a gagné les Olympiques, qui a gagné le titre de l'UFC aussi. Lui, il est rendu double champion, fait partie d'un club quand même assez sélect. Présentement, on essaie d'en faire un peu plus, là, mais quand même un club très, très sélect. Et
hey, on a mentionné, moi j'ai dit que s'il gagnait le titre des 135 livres, c'était la mort des 125. Ouais. Là, on est allé ailleurs. On est allé ailleurs, on a dit non, Cejudo vient de sauver les 125 livres. Ouais, mais il vient de sauver qui? 9 fighters, il vient de sauver 9 combattants, et c'est tout ce qui reste, à part lui, dans la division. Donc, j'ai bien de la misère à comprendre comment que cette division-là, à 125 livres, va rester en vie. Là. Ben, c'est ça, parce que là, il reste officiellement 13 combattants sous contrat à 125 livres. 13, Plusieurs d'entre eux peuvent monter, se sont déjà battus ou peuvent monter à 135 livres. Il y a un gars qui s'appelle d'ailleurs Matt Schnell, qui vient cette semaine là, de signer un nouveau contrat avec l'UFC, puis il a dit non, les 125 livres sont en santé. La preuve, je viens de re-signer un nouveau contrat de 4 combats. Mais ce gars-là, à son dernier combat, s'est battu à 135 livres. Donc, il a beau vouloir se battre à 125, mais si la compagnie lui offre pas, puis je vous rappelle que l'UFC peut couper ses combattants à tout moment. Là, je veux dire, c'est pas des contrats garantis. C'est comme dans la NFL, c'est pas des contrats garantis. C'est pas des contrats garantis. Donc, à quel point Cejudo a sauvé les 125 livres, parce qu'on s'entend que les combats payants pour lui... Il a même parlé, parlé de monter à 145. C'est parce qu'il a dit plusieurs choses intéressantes. Il a dit « Payez-moi ». Avec raison, maintenant. Comme un heavyweight. Il est double champion. Il a dit « Je suis le visage de la compagnie maintenant. Payez-moi comme un double champion. » Mais son attitude a changé, tu as vu, hein, depuis un an. Il est devenu un peu plus verbal, plus arrogant un petit peu. Il a commencé à comprendre comment que la game marchait aussi. Il livre la performance, il livre la marchandise aussi. Mais là, il a commencé à comprendre comment se vendre et comment attirer l'attention sur lui. C'est plate, mais c'est comme ça que ça marche à ce temps-là. Oui, exact. Mais tu l'as dit, l'important, c'est les performances. Et là, son trio de victoires, ses 3 dernières victoires, là, je veux dire, Demetrius Johnson, qui a plusieurs considérés comme le meilleur livre pour livre, il l'a battu. Ouais. Battu TJ Dillashaw, qui était considéré comme un des meilleurs 135 livres de sa génération. Dopé en plus. Cejudo l'a battu. Moraes, qui a été champion dans une autre organisation, qui était sur une séquence de victoires incroyable. Tu sais, je veux dire, quand tu l'as dit, là, quand ça a tourné devant, quand le vent a tourné de côté, Cejudo n'a plus jamais regardé dans l'arrière. Il a dominé là, la deuxième portion du combat avant de le finir au 3e round. Exactement. Il était à sa distance de frappe, peut pousser l'action. Et à la fin, j'ai pas trop compris. Je l'ai compris un peu, mais c'est un peu bizarre la manière qu'il a challengé les autres combattants qui voulaient se battre contre. Il a challengé Dominic Cruz, qui ne s'est pas battu depuis un bout, qui est fait en 2016, porcelaine. Qui est fait en porcelaine, qui, encore une fois, il est blessé à l'épaule, il faut qu'il répare une blessure. Il a challengé Rhea Faber, qui fait un retour, mais que Faber n'a jamais été champion. Mais après ça, il a mentionné que c'est parce que c'est des icônes de ce sport-là. Je comprends, mais je veux pas dire que c'est des... c'est des old-timers, oui. Je veux pas dire que c'est des wannabes à cette heure, là, mais je veux dire, lui, ils viennent de gagner. C'est peut-être pas les plus gros défis. Non, mais c'est ça. Ils ne s'attaquent pas à la crème de la crème aujourd'hui à 135 livres. C'est ça, exact. C'est ça que je veux dire. Il s'est fait critiquer par Aljamain Sterling, d'ailleurs, qui s'est battu sur cette carte-là, qui a gagné une très belle victoire là, contre Pedro Munoz. Aljamain Sterling, selon toute vraisemblance, devient l'aspirant numéro 1 à la ceinture. Et là, qu'est-ce que Cejudo fait en fin de soirée? Il appelle des gars qui sont soit à la retraite qui veulent revenir, ou des gars qui sont blessés, ou Cody Garbrandt qui s'est fait knocker à ses 3 derniers combats. C'est ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Sterling dit il a peur. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Cejudo a peur après avoir battu Dillashaw, Demetrius Johnson et Marlon Moraes? Non, je pense qu'il voulait juste dropper des noms connus. Mais en fait, c'est ça. C'est parce que c'est ce que j'allais dire tantôt. C'est qu'il y a 2 choses. Il a dit je veux me faire payer. Puis il a lancé des noms de combattants connus. Donc, l'argent est clairement... Puis c'est tous des gars à 135 livres. Là. Puis il a dit, je vais aller à 145 livres pour une 3e ceinture, c'est Max Holloway. Fait que c'est des combats beaucoup plus payants que Joseph Benavidez, Ossier Formiga et d'autres gars à 125 livres. Là, 100%. C'est sûr que même si tu le mets contre Faber... Donc, il y a du marketing là-dedans aussi. Tu le mets contre Faber, Gallbrett ou Dominic Cruz, ça va vendre bien plus que si tu le mets contre Sterling. Puis moi, je l'aime beaucoup, Sterling. Mais... c'est sûr. Point de vue vente, là, ces 3 noms-là, c'est sûr que ça l'attire plus. Exact. Mais nonobstant sa performance, donc on le disait, Moraes qui a dominé le premier round. Cejudo, il faut le mentionner aussi, était blessé à une cheville. Hein? Oui, on a appris ça. On a appris ça, il s'est blessé. C'était sorti un petit peu durant la semaine. Il avait minimisé un peu le fait. Je me suis enfargé, oui, mais... C'est pour ça qu'il portait deux protecteurs aux chevilles. Il a mis les deux parce qu'il
Il voulait pas montrer qu'il était blessé à une cheville ou à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il a mis les deux, dans le fond. Exact. Et on le voyait que Moraes visait les jambes là, parce qu'il clairement, il savait qu'il y avait quelque chose, peut-être, à quel point ça Non, l'a... c'est son style. Ouais. C'est son style. Il utilise beaucoup ses jambes. Ça sortait rapide au début du combat. Le pauvre, puis les coups de pied étaient puissants. Et c'est ça, à un moment donné, ça a gelé ben raide Cejudo. Puis encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est là que tout a fait la différence. C'est le travail des hommes de coin, le calme et la vision qu'ils ont vue de voir qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui se passait pas justement du côté de Cejudo. On était capable de faire l'ajustement nécessaire pour ça. Et c'est à ça que ça sert des hommes de coin. Il faut que tu aies confiance, les yeux fermés en tes hommes de coin. S'ils disent quelque chose que ça ne marche pas, ben, tu vas le faire sans répliquer. Puis c'est ça la beauté d'une équipe. C'est ça la beauté d'avoir confiance en tes entraîneurs, puis surtout dans tes hommes de coin. Quand ça ne marche pas, ben, eux autres sont là pour avoir une vision extérieure et te dire ce qui va pas bien. T'sais, moi, Fabio, il m'aurait dit monte dessus de la cage, puis il fait une descente du coude, je l'aurais fait. Tu comprends? Okay. C'est de la confiance aveugle qu'il faut que tu aies dans tes hommes de coin parce que c'est pas à toi de penser dans le combat. Toi, tu y vas naturellement par réflexe, par répétition de drill que tu as fait pendant les entraînements. Quand tu arrives dans le coin, ben c'est là le travail de stratégie, de changer de stratégie rapidement. Il faut que ça se fasse. C'est pas à toi de faire ça. C'est à des hommes de coin, c'est à ça que ça sert. On sait que Cejudo est extrêmement confiant présentement. Ça frôle l'arrogance, là. Tu l'as dit pour se vendre. Mais je répète, il a dit que je suis le meilleur combattant de l'histoire, ou le meilleur athlète, je vais le mettre comme ça, le meilleur athlète en sport de combat de l'histoire en raison de ses 2 championnats à l'UFC et de sa médaille d'or olympique. Mais il est où présentement? Allons-y d'abord chez les livres pour livres. Est-ce qu'il approche de John Jones? Est-ce qu'il approche de... C'est toujours la même chose avec eux autres. C'est la même chose avec Demetrius Johnson. Ils sont victimes de leur catégorie de poids. C'est plate, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, l'avantage de Cejudo présentement, c'est parce que là, il a terminé ses 2 dernières victoires. Ouais. Donc, ça, tu sais, des petits poids, souvent, on voit que ça se termine pas. Ils n'ont pas assez de puissance. Mais là, finalement, lui, il s'est trouvé de la puissance. Exact. Lui, s'en est trouvé. Je sais pas à sort de où, mais... Non, mais c'est un petit trapu. C'est des lutteurs. Ils sont faits forts, ces gars-là. T'sais, la lutte, là, c'est extrêmement dur pour le corps. Tu deviens une masse. Tu deviens fort comme un bœuf. Mais, tu sais, ils sont toujours victimes de leur catégorie de poids. Et ça va être comme ça toute sa vie à Cejudo. Même s'il part sur une séquence. Point de vue athlétique, point de vue connaisseur du sport, on va toujours, comme Demetrius Johnson, on va le placer peut-être pour premier dans le livre pour livre. Mais la reconnaissance des gens, les gens vont payer plus pour voir 2 nobody, des poids lourds, se battre que de voir Cejudo défendre sa ceinture encore une fois. C'est comme ça. T'sais, ceux qui nous écoutent présentement, c'est des fans d'MMA, puis ils vont dire, ben non, t'es dans le champ, la patte, là, c'est pas de même ça marche. Ben oui, c'est de même ça marche. Le fan moyen va regarder des poids lourds se taper sa gueule, moins de technique qu'un technicien comme Cejudo, parce que c'est un petit poids, puis que c'est moins intéressant. C'est comme ça marche. Probablement, on n'a pas les chiffres, là, mais ça devrait sortir dans quelques jours. Je suis pas mal sûr que l'UFC 238 va pas battre des records de vente. Même si tu avais 2 championnats sur la carte, c'est pas pour rien qu'on a mis Ferguson contre Cerrone aussi sur cette carte-là, parce que même si pour les vrais fans, les vrais connaisseurs, cette carte-là était incroyable, beaucoup de combattants au sommet ou de l'élite ou qui s'approchent de combats de championnat, il y en avait énormément sur cette carte-là, des combats très importants pour le classement. Ben, on a senti quand même le besoin de mettre 2 vedettes parce qu'on le savait que, je veux dire, faut quand même la vendre, c'est une business, puis Cejudo, Moraes, Shevchenko, Jessica Eye, c'est pas nécessairement suffisant pour vendre des pay-per-view. C'est sûr. Mais en tout cas, je vais te donner mon opinion. Je pense qu'il faut qu'il gagne encore quelques combats, parce que... Bon, pour être juste dans les livres pour livres, je regarde les livres pour livres de l'UFC. Bon, Daniel Cormier, John Jones, Habib Nurmagomedov, 1, 2, 3, j'ai pas trop problème avec ça. Cejudo était déjà 4e. Là. Donc, c'est pas mal, même devant Max Holloway, devant Amanda Nunes, qui est également double championne. Je veux dire, Cejudo obtient le respect là, de ceux qui votent pour ça, mais je pense pas qu'il en a fait assez pour détrôner encore Cormier ou John Jones. Ben, je pense pas. C'est sûr que tu regardes son pedigree, son histoire, c'est incroyable. Champion olympique, champion de 2 catégories de poids différentes. Oui, mais John Jones est encore au niveau des arts martiaux mix, à mon avis, il a prouvé qu'il est encore un meilleur athlète que Cejudo. C'est ça. Et
Est-ce qu'on va voir les 125 livres encore en vie d'ici la fin de 2019? Moi, j'ai des doutes depuis longtemps. Ça a l'air que je suis dans le champ parce qu'il paraît que là, ils sont en santé. Mais je vois pas cette catégorie de poids-là avoir de l'avenir. Je la vois même pas voir le jour en 2020. Mais bon, écoute, c'est peut-être moi qui ne vois pas les choses comme il faut. Là, mais... Il y a 12. Il n'y a même pas assez pour faire un top 15. Là. Non, mais c'est ça, je te dis. C'est 12 gars sur le site de l'UFC. J'ai dit 13 tantôt, c'est 12. C'est ça, je te dis. Comment tu veux garder une catégorie de poids quand tu n'as pas de combattant dedans? Ah non. Puis même avec Johnson, Mighty Mouse, qui était incroyable, un athlète extraordinaire, on n'était pas capable de vendre. Donc, si Cejudo se met en plus si Cejudo quitte cette division-là, j'ai de la misère à savoir qui. C'est ça. Puis là, il est champion de 135 livres, il va falloir qu'il le défende. Là. Ouais. Fait que là, il faut qu'il défende ses 2 ceintures. Fait que là, il va mettre deux quadrilles de poids sur le haut, en attente. Là, c'est sûr qu'on va toujours privilégier les 135 et les 125. C'est sûr. On s'entend là-dessus. Donc, grosse victoire de Henry Cejudo. Triple C. Double champion de l'UFC chez les poids mouches, chez les poids coqs, ainsi que champion olympique en lutte en 2008. Tout un athlète, Henry Cejudo. Et s'il nous écoute, je m'excuse d'avoir douté de toi, Henry, la semaine passée. Valentina Shevchenko, parlant de toute une athlète, elle aussi. Quel KO contre Jessica Eye. Le coup de pied. Le coup de pied entendu à travers le monde, c'était le coup de pied de Holly Holm contre Ronda Rousey. Ben, ce coup de pied-là vient de se faire détrôner ou presque par celui de Valentina Shevchenko cette fin de semaine et de la façon dont elle l'a préparé en plus. C'est ça qui est beau. Exactement. Parce qu'elle en a donné, c'est arrivé au début du deuxième round, mais au premier round, elle a donné beaucoup de coups de pied au corps de son adversaire. Ouais. Même chose en début de deuxième round, au corps. Puis là, à un moment donné, elle voyait que Aïe baissait les bras pour se protéger le côté. Boum, est allée en haut, sur le côté de la tête, sur la tempe. Plié comme une barre, là. Tombé comme une barre. Exact, ça n'a pas plié, c'est ça, tombé comme une barre. Là. Puis, tu sais, les pieds, ça ment pas. Les pieds, elle est tombée, là, les pieds raides par en dedans, comme ça. Là, ça ment pas. Ça, tu te dis, oh my God, OK. Hey, ça y a pris 3 minutes. Ouais. 3 minutes avant de se réveiller. Là, quand elle s'est réveillée, là, elle était mêlée en maudit. Là. Là, ça se rappelait plus de ce qu'il ne se rappelait plus pantoute. Mais tu as raison. Ce chaos-là a été construit du début à la fin de toute beauté avec des coups de pied au corps, pied au corps. Puis c'était gaucher contre droitière, donc la jambe arrière, super importante. Rentre au corps. Puis à un moment donné, ben, c'est le setup. C'est de la construction. Un combat, c'est de la construction. Tu peux passer un one-punch knockout. Ça n'arrive pas souvent. Tu construis ton attaque, tu construis pour arriver à quelque part, mais elle l'a fait et de vraiment de brillante façon. C'était quand tu y repenses, tu regardes ça, tu te dis waouh, sérieusement, là, comment que ça a été monté méthodiquement, ce coup de pied-là à la tête, là, c'est de toute beauté. Puis, écoute, c'était pas un beau KO. Okay? La technique était belle, mais tu sais, quand tu vois... par la réaction de Jessica. Non, mais c'est ça, mais je parle pour comment qu'elle a tombé, comment... Tu sais, tu te dis, puis encore une fois, je vais lever mon chapeau à Shevchenko, qui a été très sobre dans ses célébrations. Elle a attendu qu'elle se relève, puis personne parlait aussi là, dans l'aréna là-bas. Là. Tout le monde était là, holy shit, OK, elle va-tu se réveiller? Sérieusement, ben, 3 minutes, c'est long, là. C'est long. 3 minutes d'un pomme, là. C'est très long. Fait que, tu sais... t'as des beaux KO, t'as des KO que tu dis, oh my God. Puis ça, je veux pas rien enlever à Shevchenko parce que c'est toute une technique, puis elle mérite d'avoir des KO les plus violents qu'on a vus cette année. Là, puis, sérieusement. Mais tu sais, moi j'ai été là, puis moi je pense à Jessica Eye, là, je regarde ça, je dis, oh man, ça fait du dommage. Ça va laisser des traces probablement. C'est là, sérieusement. Mais, hey, tu sais, c'est qui là? Qui va donner de la misère à Shevchenko à 135 livres? À 125. Hey, de quoi? À 125. Tous ceux là, qui étaient en ligne, là, mettons là, Caitlin Chookagian ou Michelle Waterson, là, tu le confirmes qu'ils ont pris un pied de recul après ce knockout-là. Ils disent, OK, bon, on va peut-être attendre un petit peu. Ouais, c'est ça, exact. J'ai-tu vraiment le goût d'aller là? Hey, là, on parle de est-ce que Amanda Nunes serait prête à descendre à 120. T'es-tu malade? Impossible. Elle est énorme. Elle a de la misère à faire 135, imagine. Oui, parce que là, elle a pris du muscle. Elle est énorme. Pour se battre à 145 livres contre Cyborg, elle a pris du muscle. Elle a un méchant gabarit, sérieusement. Là. Elle ne descendra jamais à 125. En tout cas, moi, je serais très surpris de voir ça. Ce serait une coupe de... Il faudrait qu'elle perde peut-être de la masse musculaire.
Ben, 100%. Faudrait qu'elle fasse une diète Ouais, tu sais, il faudrait que ça soit t'sais. vraiment suivi. Ça serait du sérieux. Là. Oui, exact. Sauf que, tu sais, elle a les ressources nécessaires, American Top Team, pour faire ça, mais est-ce qu'elle veut le faire? C'est ça. T'sais. Elle a déjà battu, Ben, c'est ça, Nunez 2 a fois. déjà battu Shevchenko à 135 livres 2 fois. Sauf que, tu sais, pour passer à l'histoire, devenir championne dans 3 catégories de poids différentes. Sauf que là, maintenant, on va arriver que... Mais à 135 livres, Nunez a peut-être plus de défis à 135 livres que Shevchenko à 125. Parce que, quand tu l'as dit, Kathleen Chookagian qui a battu cette fin de semaine Joanne Calderwood en Ouais. tout début de carte, puis ça y a pris tout son petit change là, pour battre Jojo. Là. Ouais. Puis je l'ai vu, je l'ai réécouté le combat hier. Mais je vois pas comment une fille comme Kathleen Chookagian peut même non. inquiéter. Ben non. Tu sais, puis elle est aspirante numéro 2. Là. Après ça, elle a déjà battu Joanna Jędrzejczyk. Liz Carmouche, peut-être, est maintenant 3e. Qui d'autre? Tu sais, on parle toujours du stand-up de Shevchenko. Tu sais, c'est elle qui a amené 2 fois à terre Jessica Eye. Jessica Eye, c'était elle la lutteuse, Elle voulait c'était elle lutter. le grappling. 2 fois, elle l'a amené à terre violemment. Le deuxième coup, le balayage était de toute beauté. Puis écoute, là, c'est difficile de trouver des failles à Shevchenko, là, sérieusement. Puis, tu sais, quand elle a perdu contre Nunez, c'était serré, là, les combats Ouais, aussi. exact, Là. c'est ça. Puis, elle est capable de passer à plus de soumissions que de KO à sa fiche aussi. Fait que, tu sais, tout le monde parle juste de son Elle est stand-up. complète. Attention, là, c'est pas juste ça. Là. Elle est complète, Valentina Shevchenko. Donc, 2e défense de titre pour elle. Et, bon, comme on le dit, on ne voit pas on voit pas dans les classements la fille qui va peut-être l'inquiéter. Tu sais, il y a une fille comme, je regarde Macy Barber, là, le petit joyau de l'UFC. Ouais, elle s'en vient. Elle s'en vient, mais tu sais, je pense pas que l'UFC, à la lumière de ce qu'on a vu en fin de semaine, tu sais, l'UFC veut la bâtir. C'est une Ouais, vie exact. charismatique, Elle est jeune, là. une super jeune, beaucoup de potentiel, mais tu veux Ouais. pas aller la mettre dans la gueule du loup tout de suite. Là. Elle a le rêve, elle a l'objectif de devenir la plus jeune championne de l'histoire de l'UFC. On sait que John Jones a ce record-là. Ouais. Sauf erreur, c'est 21 ans. Ouais. Là. Elle, il lui reste moins de 2 ans. Macy Barber, elle a sur son téléphone, elle a un décompte Ouais. qui défile pour. Il lui reste moins de 2 ans maintenant pour battre le record, mais tu sais, c'est ça. Si tu veux pas aller là. En tout cas, si j'étais son entourage, si j'étais l'UFC, je mettrais pas cette fille-là devant. Pas tout de suite. Pas tout de là. suite, non, c'est ça. Mais en même exact. temps, tu sais, t'as Shevchenko et t'as les autres. Ah ouais, c'est ça, je exact. pige dans le top. Puis c'est ça. Envoie-en une. Peut-être Liz t'sais. Carmouche, je sais pas. Je vais aller voir Liz Carmouche. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'elle. Est-ce que- Michelle Watterson. À 125, à 130, à 115. Ah ouais, c'est vrai, 115. On Ça- avait parlé, mais écoute, là, à 125, il n'y a personne. Ouais, personne présentement qui peut s'approcher vraiment là, de Shevchenko. Liz Carmouche a Elle est 2 toute victoires, 2 victoires et 2 victoires à ses 2 derniers combats. Puis ça se passait à 125 livres aussi. Donc peut-être que c'est la prochaine. On sait que Carmouche a été la première fille à monter dans l'octogone de l'UFC il y a quelques années là, contre Ronda Rousey. Donc, Puis elle avait passé proche de la battre. T'en souviens qu'elle avait au pris premier le dos? round, oui, c'est Elle vrai. avait pris le dos, elle était super proche de la choker. Hey, imagine. C'est pas la première fille qui avait passé le premier round avec Ronda Rousey. Je pense qu'elle s'était fait battre au 2e. Non, je suis pas sûr. Non. Ça s'est fini au premier. On va aller voir, je l'ai Ouais. ici. À la fin du premier round, ouais. 4,49. T'as raison. Mais Ok. imagine, En 2013. imagine si elle avait gagné. Là. Puis je veux rien enlever à Carmouche, là. Mais ça aurait été. Je suis même pas sûr qu'il y aurait des femmes encore aujourd'hui à l'UFC. J'ai tendance à être d'accord avec toi, c'est vrai. Imagine. Intéressant, ça, Ouais, c'est vrai. Je suis On a- sûr et certain. Parce qu'on le sait que les femmes sont arrivées à l'UFC grâce à Ronda Rousey. Ben oui. Et puis c'est juste elle T'sais, qui a- peu importe que tu es une femme dans l'UFC aujourd'hui, là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, qu'elle tape ses nerfs ou pas, il y a toujours une partie de toi qu'il faut te dire merci Ronda. C'est à Exact. cause de toi qu'on est dans l'UFC aujourd'hui. Exact. Passons maintenant au combat que plusieurs attendaient avec impatience. Tony Ferguson contre Donald Cerrone. On l'avait rajouté dans les dernières semaines à cette carte de l'UFC 238 pour un petit peu là, aider la vente de télé à la carte. Cerrone s'est battu il y a un mois. 34 là. jours. Il y a 34 jours entre ces deux combats. Il y a quand même une guerre pas pire. T'sais, il a dominé contre Ayacuinta, mais Ben, il a ça quand même rentre mangé. pareil. C'est ça, il a mangé des coups quand même. C'est ça, puis c'est allé à la limite.
Et là, de retour contre Tony Ferguson. Mais Cowboy, c'est Cowboy. On en parle souvent. Chapeau à Cowboy d'avoir été dans le ring à 34, avec seulement 34 jours de repos contre Tony Ferguson, un gars qui... Une légende. Légende, exact. C'est une légende. Ça a été un très bon combat. Ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Puis Pat, je veux que tu expliques pourquoi. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, dans le fond, c'est le médecin qui a arrêté le combat parce que Cowboy avait l'œil gauche, si je ne me trompe pas. Droit. L'œil droit complètement fermé. Puis Pat va vous expliquer pourquoi. Parce que c'est quand même... Moi, j'avais jamais vu ça. Puis je savais même pas que ça faisait ça. Ouais, ben écoute, je le sais parce que ça m'est arrivé aussi. Okay. Donc c'est pour ça que je sais vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Puis je l'ai même calé avant que le monde sache. C'est ça, t'es bon, tu l'as vu tout de suite. Ouais, mais de la manière que l'œil a été enflé, c'est sûr que c'était à cause de ça. Je savais que c'était ça. Mais je veux pas dire que je veux pas me lancer des fleurs, mais je savais parce que j'ai déjà vu ça. C'est l'expérience. Je l'ai déjà vécu aussi. Mais ce qui est arrivé, c'est que à la fin du deuxième round, il y avait beaucoup de sang dans le nez à Cerrone. Il s'était fait toucher solide. Au deuxième round, ça a été all Ferguson. Sérieusement, ça a été un train. Ferguson est rentré dans le combat. Premier round, peut-être un peu plus à l'avantage à Cerrone, mais deuxième round, Ferguson a décidé de rentrer dedans. Et là, écoute, peut-être une cassure du nez, peut-être quelque chose, mais il n'y avait plus d'air qui passait. Et juste pour vous dire ce qui se passe, c'est, admettons, vous pincez ton nez là puis tu essaies de sortir l'air. Il y a de l'air qui va te sortir par le coin des yeux. L'air, il faut que ça sorte à quelque part. Ouais. Fait que là, il n'y avait plus d'air qui sortait par le nez. Donc, à cause du sang, peut-être qu'il y avait une fracture aussi. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de se vider le nez. De se moucher. Il a mouché à terre. Mais en même temps, si ça, il n'y a plus de place, eh bien, ça remonte dans l'œil. Et là, sûrement qu'il y avait peut-être une petite fracture aussi sur la joue. Et là, l'air prend la place de tout ce qu'il y a dans la peau en dessous. Donc, pac, ça pop comme une balle de ping-pong. C'est exactement ça qui est arrivé. Là, tu vois, après, il essayait de faire descendre il prenait ça, il essayait de faire descendre l'air. Ça marche pas de même. C'est plate. Là. Puis il l'a comme réalisé après. Il aurait prendre une aiguille pour y péter ça comme une ballonne. Non, mais c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment... Il faut que tu prennes quelque chose de froid, puis tu l'étends, tu fais diminuer l'enflure. Mais écoute, je pense qu'il a réalisé... Tout de suite, aussitôt qu'il l'a fait, il a réalisé, puis là, il est tellement. Là, il a essayé parce que là, il ne voyait plus rien. Et pour la sécurité des combattants, le docteur, il ne peut pas laisser un combattant qui ne voit pas d'un œil laisser se combattre. C'est dommage, ça s'est terminé un peu en queue de poisson, mais les deux premières rounds, c'est exactement ça qu'on s'attendait de ce combat-là. Ça a quand même gagné le combat de la soirée. Exactement. En fait. Sauf que ce qui est arrivé. Ça a l'air, tu sais, de l'extérieur, c'est facile à dire, mais c'est un move de recrue un peu, là. Qu'est-ce que Cerrone a fait? Puis même lui, il l'a dit. Il dit, c'est vrai, il dit, on ne faut jamais faire ça. Ça va arriver. C'est ça, il s'en voulait. Il dit, ça fait longtemps que je fais ça. Je le sais que c'est ça que ça fait quand il n'y a pas d'air pour le nez. Quand tu as le nez cassé, il ne faut pas que tu te mouches parce que ça va remonter dans les yeux. Il s'en voulait. Il riait un petit peu. Là. Il dit, c'est niaiseux, mais... Ouais. Il a essayé de faire moi, c'est quand il a essayé de faire descendre l'air. À deux mains. Non, ça marchera pas. C'est bien essayé, mais ça marchera pas. Et puis Tony Ferguson s'en voulait. Ça s'est terminé un peu dans le tumulte parce que à la fin du deuxième round, Tony Ferguson a vraiment lancé un coup très, très, très tardif. Là. La cloche était sonnée depuis une bonne seconde, seconde et demie. On avait clairement entendu l'arbitre dire « break ». Et puis Cerrone se protégeait plus à ce moment-là. Il avait vraiment baissé ses mains et bang! Une droite directement sur le nez. Ouais. Puis là, on se disait, est-ce que c'est ce coup-là qui a causé l'enflure, qui a mené finalement à la disqualification ou à l'arrêt de l'arbitre? Parce que si les dommages sont causés par un coup illégal, ça aurait pu être une victoire du côté de Cerrone. Ferguson aurait pu être disqualifié pour coup illégal. Finalement, avec la reprise, on ne pouvait pas dire que c'est ce coup-là qui avait causé les dommages. Là, en plus, parce qu'il avait reçu sur le nez, peut-être plus du côté gauche. Je veux dire, ça fait partie de pourquoi que l'air ne repassait plus. La faute finale, c'est Cerrone qui l'a fait, mais il l'a fait parce qu'il n'y avait plus d'espace dans le nez à cause peut-être du coup qui est arrivé. Moi, sérieusement, j'aurais enlevé un point. Si le combat avait continué, j'aurais enlevé un point à Ferguson. Il a entendu le break, on l'entend très bien, le break de l'arbitre, et la cloche était finie de sonner. Ça fait à un moment donné, t'as late puis late là, des shots. Là, fait que pour moi, puis malgré tout, c'est sûr qu'on on pense à la réputation du combattant. C'est pas un combattant dirty. Ferguson n'a jamais été. Non. Sauf que, je veux dire, là, peut-être que
sais, peut-être que Cerrone, il aurait pas reçu ce coup-là là, si ça avait été dans un vrai combat. Il aurait bougé, il aurait été alerte. Exact. Mais Là, c'est ça. la cloche a sonné, il a comme relâché un petit peu, même si ses mains étaient encore hautes, il a comme relâché un petit peu, puis il s'est fait pincer. Il s'attendait pas à C'est recevoir ça, une de shot. plein Là. fouet, il ne s'attendait pas à le recevoir. Là. Donc Ferguson s'en voulait. Cerrone a dit faites-vous-en, c'est pas de la faute à Tony. Il a reçu les huées là, de la foule, là, Ferguson. Cowboy l'a un petit peu défendu. Pour Ferguson, écoutez ça, là, il n'a pas perdu depuis octobre 2013. OK? C'est sa 25e victoire. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 victoires de suite. 12 histoires de suite, et j'ai lu à quelque part, ça, je trouvais ça bien drôle, la dernière défaite de Tony Ferguson remonte au temps où Ceddo avait même pas un combat de MMA. C'est ça. Je suis même pas sûr que la division des 125 livres était Je suis ouverte. pas Ou sûr, moi non plus. elle venait Ouais. d'être ouverte. Donc, Non, il est sur toute une séquence. Là, il se met en ligne pour le gagnant de Nurmagomedov et Poirier en septembre. ce serait la 5e fois, advenant une victoire de Exact. Habib, ce serait la 5e fois qu'on tenterait d'organiser un combat entre Ferguson Il y et a une Habib. malédiction autour de ce C'est combat-là. fou. C'est ridicule, là, sérieusement. Mais l'autre option, c'est de refaire un combat entre Cowboy et Ferguson. Les deux se sont montrés ouverts. Je pense que Dana White a même dit ça m'intéresserait. Étant donné de la façon dont ça s'est fini, je pense que les fans le reprendraient aussi. Peut-être avec un full training camp du côté de Cerrone. Exact, T'sais, en plus. Mais Cerrone, On pourrait les mettre en finale de n'importe quel Fight Night, puis ça serait un succès assuré. Là. T'sais, Ils Cerrone pourraient même est- pratiquement être en finale d'un pay-per-view, là, mais je veux dire, ils feront pas ça vu qu'il n'y a pas de ceinture en jeu. Mais Mais tu sais, Cerrone est tout le temps prêt. Là. Ah. Ça aurait-tu vraiment changé quelque chose, Ah, puis un c'est- full training camp? C'est vrai qu'il s'est battu il n'y a pas longtemps, fait que le corps n'est peut-être pas aussi reposé, mais au premier round, il est sorti fort. Là. C'est juste qu'à un moment donné, Ferguson a commencé, il a passé à la deuxième vitesse. Là. Et boy, ça allait vite en maudit. Puis Ferguson a tellement un petit style il est imprévisible, c'est ça. bizarre. Là. C'est tellement bizarre comme de manière qu'il se bat, mais c'est efficace. Exact. Donc, en tout cas, moi, je suis preneur pour n'importe quoi. On sait que bon, Ben Habib oui. et Poirier, c'est au mois de septembre. Fait que peut-être au mois de décembre, d'ici la fin de 2019, Ferguson pour avoir le gagnant. Mais s'il décide de retourner contre Cowboy, chapeau, parce que je pense que les fans le prendraient. Je dis pas qu'il lui doit ça, mais c'est un vrai, je pense, Ferguson aussi. tu sais. Ben, c'est Puis ça. Puis, tu sais, Cowboy aussi, puis je pense qu'il sait que, regarde, les deux durant la Fight Week, c'était Ferguson a mis une photo des deux gars. Ils sont allés dans le sauna ensemble. ils ont apparemment. coupé le poids Ils ont ensemble. coupé du poids ensemble. Ces deux adversaires, on ne voit pas ça souvent. là. Ouais. Puis Ouais, ils se sont comme donné la main où ils ont comme eu une entente pour te dire regarde, on va tout donner, là, ça va être une guerre, ça va être le combat de la soirée. T'es-tu prêt? Non, mais t'es-tu vraiment surpris du côté de Ben non. Cerrone faire ça? Il couper Ben le poids non. avec son body. Non, tout non, le- c'est sûr. Hey, c'est de la business. Ça. C'est Ah. de la business. Tu 15 minutes de business, tu tapes dessus, après tu vas prendre une bière avec ton partner. Ça arrive souvent, ça. tu sais. D'autres, puis 50 000 $, pour Un autre. un autre pour Cerrone. Puis là, il est sur la voie de battre son record de 5 combats en une année. là. C'est lui qui a le record à l'UFC pour le plus de combats en une année, en Ouais, 12 c'était mois. là. 5, c'était en 2011, si je me souviens, Ouais, là, je pense 2012, que quelque chose comme ça. Et puis là, il est déjà 3 en 2019, 3 fois en 2019. là. S'il veut revenir rapidement contre Ferguson, pourquoi Ouais. pas. Puis Mais tu sais, quand il avait fait en 2011-2012, là, il n'était pas dans la même situation. Là. Non. Tu sais, là, là, il s'approche d'un titre. Puis il y a un kid, il s'approche d'un titre, il est plus vieux. Tu sais, à un moment donné, il faut Puis prendre le temps de chaque t'en gars reposer qui l'affronte, c'est des combattants de l'élite. là. Il n'y a, Exact. plus de combat facile, entre guillemets, là, Ben non, contre des... ben non. Donc, à suivre, c'est une situation très intéressante. En tout cas, ce combat-là était vraiment, vraiment bon jusqu'à temps que ça se termine un peu trop Ouais. tôt à notre goût. Il restait un round. Là, ça aurait dû être un 5 rounds. Ouais, mais J'espère c'est que si troisième on round, décide de le refaire, j'espère que ça va être un 5. Ouais, ça, Ben, oui, Ferguson. oui, c'est sûr que tout le monde aurait aimé ça, mais sérieusement, ça s'en venait difficile pour Cerrone au deuxième. Là. Ouais, Ça exact. s'en venait. Écoute, le Ferguson avait pris son air d'aller, là. C'était à sens unique pas mal. là. Et Tatiana Suarez, autre combat peut-être on a parlé un petit peu de la victoire d'Aljamain Sterling. Est-ce que ça va lui permettre d'avoir une victoire d'avoir un title shot, une chance au titre contre Cejudo à suivre? Il y a aussi Petr Yan qui est à qui est à sa 5e victoire de suite à l'UFC, 8 victoires de suite. A été moins impressionnant que Ouais. d'habitude. Donc, je pense que Sterling serait le prochain en lice. Sinon, chez les dames, l'autre combat qui nous intéressait beaucoup, c'était le combat pour
d'aspirante numéro 1 à la ceinture de Jessica, pas de Jessica Eye, mais de Jessica Andrade chez les 115 livres. Donc, Tatiana Suarez contre Nina Ansaroff. Et Suarez a prouvé son statut d'aspirante numéro 1 et de vedette en devenir de l'UFC parce que elle est très bonne en grappling, elle est très bonne physiquement, elle est imposante. Ouais, Puis quand ça va au sol, là, bonne chance. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu tombes en dessous, là, tu ne te relèveras pas. Là. Mais tu sais, on l'a vu cependant, troisième round, commençait à courir après son souffle. Commençait là, vraiment là, à être fatigué. Et si on la met contre Andrade, elle a besoin d'être prête à avoir de la pression. Là. Ouais, Andrade, va y rentrer dedans. Andrade est forte physiquement aussi. Elle a un bon sprawl. Écoute, c'est intéressant, mais Suarez mérite ce titre-là. On se demandait qui le méritait, là, de Watterson ou Suarez. On a dit que Watterson n'avait pas assez fait pour mériter un combat de championnat du monde. Et Suarez, eh bien, je pense que là, elle vient vraiment de s'imposer comme l'aspirante, la prochaine aspirante. Là. Je pense que oui, effectivement. Donc, bref, grosse victoire pour elle. Décision unanime contre Nina Ansaroff. Ça fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres choses, toi, à l'UFC 238? Je pense que je regarde ça. Il y avait d'autres combattants qui étaient classés, mais bon, Blaga Ivanov, victoire chez les poids lourds. Ben, Alexa Grasso, elle aussi, c'est une jeune combattante. Et Karolina Kolankovitz, c'est peut-être qu'on l'a vu pour la dernière fois. Là, parce que là, c'est trois défaites de suite. Et elle avait déjà mentionné, elle dit, quand que je vais m'en aller, ça va être pour toujours parce qu'elle désire devenir maman. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est la dernière fois qu'on a vu Kolankovitz. J'ai vu, là, ça vaut ce que ça vaut. J'ai vu passer, elle a fait une publication sur Instagram qui dit je vais avoir besoin de repos, effectivement. Elle, c'est 3 défaites de suite. Oui, c'est ça. Donc, elle dit je me rends compte que mes meilleures années sont derrière moi. L'âge me rattrape. Ouais. Elle n'a jamais évolué. C'est ça. Elle a toujours resté pareille. Et puis elle dit dans sa publication, elle dit je me rends compte que je ne serai plus jamais au top. Ouais. C'est très, très, très honnête avec elle-même. Elle dit je pense j'aurai plus jamais la chance de combattre pour une ceinture ou de m'en approcher. Mais elle termine en disant je vais quand même vous donner de bons spectacles et je serai de retour. Ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'elle va prendre le temps de réfléchir et tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, surtout si elle est prête à passer à une autre étape de sa vie? Bref, elle a quand même elle a connu une belle carrière. Elle a eu sa chance de remporter le titre contre Jacek il y a quelques années. Là, donc, exact. Bellator 222, donc je le répète pas d'UFC cette fin de semaine, c'est congé. Puis après ça, l'UFC part pour 9 semaines consécutives avec des galas. Donc un été chargé. Pour vous les fans, mais pour Pat et Jean-Paul aussi qui vont travailler une shot, comme on dit en bon québécois. Ben correct. Mais cette fin de semaine, quand même, si vous êtes fan, vous ne voudrez pas manquer sur DAZN Bellator 222. Grosse carte, mettant en vedette Rory McDonald contre Neiman Gracie. En demi-finale, Charles Sonnen contre Lyoto Machida. 2 vétérans, 2 gros noms qui vont se battre à 205 livres. Il y a une autre ceinture en jeu, Darian Caldwell contre Kyoji Horiguchi. Ça va être intéressant, il va falloir qu'on en parle parce que une ceinture des 135 livres de Bellator. Champion de Bellator contre un gars, un ancien de l'UFC, mais qui était champion de Ryzen. Et puis Bellator a décidé d'aller le prendre pour un combat. On fait champion contre champion. On a déjà fait ça. Oui, on l'avait déjà. Ben, en fait, Caldwell avait déjà été à Ryzen. Et je sais pas si Bellator a déjà amené des combattants ou c'était peut-être One. Ouais, c'est One. C'est vrai. Mais on ne vous verrez jamais ça à l'UFC. Non. Mais je suis content de voir qu'on le fait. Donc, c'est une bonne carte. Peut-être, parlons de Rory, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, ça fait pas si longtemps que ça. C'était contre John Fitch, puis c'était au mois d'avril. Puis on était vraiment pas sûr qu'il allait revenir. J'espère qu'en un mois, il a eu le temps de réfléchir puis de se dire... Ouais, tu sais, ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, quand même, a l'air d'être en excellente forme physique et surtout mentale. C'est surtout ça l'important. Je ne dis pas qu'il était rendu débile. Là. Je veux juste dire qu'il était un peu perdu sur son avenir lui-même. Il ne savait pas si il voulait continuer. Il parlait que Dieu lui avait, ou Jésus lui avait envoyé un message pendant le combat. On sait qu'il est très religieux aujourd'hui. Chacun ses choix, c'est bien correct. Mais il était un peu mêlé sur... son futur. Exact. Là, il semble être de retour avec le goût de s'entraîner, le goût de se battre. Ceux qui le suivent. Et il va falloir qu'il soit prêt. Là, parce que, tu sais, Neiman Gracie, 9-0, 8 soumissions. C'est vraiment un gars de soumission assez solide. All around, je pense que Rory est meilleur. C'est un meilleur combattant. Mais, tu sais, tout dépend de
quel Rory qui va arriver. Là. Tout dépend. Quand John Finch, si, à mon avis, si Rory avait été le Rory, comme quand il s'est battu contre Robbie Lawler, il l'aurait défoncé. Là. Il aurait défoncé John Finch. Là. À mon avis, ils ne sont pas dans le même, le même range. Là. Au niveau de talent, surtout. Exact, c'est ça. Là. Mais c'est ça. Ça dépend toujours quelle sorte de Rory qui va se présenter. Rory avait dit je suis plus sûr qu'à ce point-là de ma vie, je suis prêt à faire mal, à frapper un autre homme dans le visage pour gagner ma vie. Exact. Là, ça te disait, mon Dieu, je change de job. Là, parce que, non, mais c'est pas mal, c'est ça. là, finalement, quelques jours après, il a dit non, je suis prêt. Il y a quand même $1 million en jeu là, de ce tournoi-là. Donc, il a dit je vais terminer on le. Forcer un peu. C'est ça. Il est peut-être prêt à piler sur quelqu'un de ses principes pour $1 million. C'est ça. En même temps, je veux dire, il faut se rappeler que ce gars-là a commencé à 16 ans. Là. Il a juste 29, Larry McDonald, mais il est là depuis tellement longtemps. Il y a beaucoup de millage. Je me battais sur la carte qui a commencé. Là. Ah ouais? Oui, au Colombie-Britannique contre Bill Mahood à King of the Cage. Ah, ouais, ses parents, il a fallu qu'ils signent. Tu l'as vu, c'est ça, il avait 16, hein? Oui, il avait 16, il a gagné par Tu devais te demander qu'est-ce qu'il faisait là? Non, mais le monde en parlait déjà un petit peu. Okay. Puis, regarde, lui, c'était surtout drôle parce que ses parents, il a fallu qu'ils signent une décharge pour qu'ils se battent. Tu te rappelles s'il avait gagné? Oui, il avait gagné par clé de bras. OK. Oui, c'est ce que je me souviens. C'était à Colombie-Britannique pour King of the Cage. Très bon. Fait que non, ça fait un bail qui est là. Donc, mais Rory, c'est ça. Contre Neiman Gracie, un gars spécialiste du Jiu-Jitsu. Vous reconnaissez le nom de famille. C'est 4e génération de la famille Gracie. Lui, il dit je veux ramener les Gracie au devant de la lumière, là, sous les projecteurs. Parce que à l'UFC, ça fait quelques années qu'il n'y a pas un Gracie qui a eu du succès dans les sports de combat en général. Un Gracie qui n'a pas été champion. Il avait gagné par étranglement. Il avait gagné par soumission, mais ouais, c'était le 11 février 2006. En fait, c'est son 2e combat. Je pensais que c'est son premier, okay. Là, mais c'était King of the Cage, Anarchy, qui est au BC. On s'était battu sur la même carte. C'est bon. Donc, c'est ça. Neiman Gracie, un spécialiste du Jiu-Jitsu, qui a prédit une clé de bras pour l'emporter, donc pour ceux qui s'intéressent. Donc, hâte de voir. Et le gagnant de ce combat-là va affronter Douglas Lima. J'allais dire Diego, c'est son frère. Ouais. Pas le même talent. Douglas, c'est ça, Douglas Lima. Douglas de beaucoup supérieur. De beaucoup supérieur. Si vous avez vu son KO contre Michael Van Page, vous ne voulez pas nécessairement vous retrouver devant Douglas Lima. Rory l'a déjà battu. Oui, mais il était sorti de là en chaise roulante. Là. Il n'était plus capable de marcher quasiment. Ouais. Là. Ouais, ça avait été quand même une bonne guerre. Puis il avait eu mal aux jambes, pas à peu près. Là. Et cette fin de semaine, non seulement c'est la demi-finale du Grand Prix des poids mi-moyens, mais il y a également la ceinture de Rory qui va être en jeu contre Neiman Gracie. Donc, c'est cette fin de semaine au Madison Square Garden. En sous-carte, Chael Sonnen contre Lyoto Machida, 2 vétérans. Sonnen, 42 ans, là, qui continue quand même à se battre. Est-ce que tu as un certain intérêt, toi, pour ça? Non, je suis tanné. Je suis tanné. Bellator font souvent des combats comme ça. Puis, tu sais, les gars, ils ont marqué une époque. Ils ont marqué l'histoire des arts martiaux mixtes. Mais, écoute, non, ça m'intéresse pas. Okay. Pas en tout, même. Pas en tout. Son âge, je le trouve drôle. Je l'écoute. Il me fait rire pour vrai. Là, puis, je trouve que c'est un vendeur incroyable. Mais on l'a vu dans ses derniers combats, là, ça fait pitié. Là. Il n'est plus là. Il est pas rapide. Puis, tu sais, Machida, ben, lui aussi, je me demande pourquoi il s'accroche tant que ça. Il est 41 ans quand même. Ouais. 2 victoires de suite, 3 victoires de suite, je pense. Oui, c'est 3 victoires de suite. Écoute, si on leur donne la chance de se battre, pourquoi pas? Allez-y. Mais est-ce que tu me demandes, moi, si ça m'intéresse? Non. Parce que, c'est ça, Bellator, c'est soit des très bons jeunes combattants ou des Rory McDonald, des Douglas Lima, des Michael Van Page, des Aaron Pico qui vont être sur cette carte-là également. Ouais. T'as des très bons, t'as des Michael Chandler, Pitbull, t'as des très très bons combattants, mais t'as aussi une portion de old-timer, de vedettes d'une autre époque, là, si on veut. Chael Sonnen peut rentrer là-dedans. Fedor Emelianenko, qui est peut-être le meilleur combattant de l'histoire là, à ce jour. Emelianenko était invincible au début des années 2000 pendant une bonne partie là, de 2000 à 2010. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus. C'est ça. Bellator ont déjà fait pas mal de freak show aussi. Fait que, on dirait c'est tout le temps le running gag. Là, Bellator ramasse
je vais faire attention à ce que je dis, là, mais il ramasse ceux qui partent de l'UFC ou bien non, ceux qui se font mettre dehors de l'UFC. Donc, si tu n'es plus bon à l'UFC, ben, tu t'en vas au Bellator. On dirait que c'est automatique. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Ça a, c'est été un peu ça, la ça a réputation. été ça longtemps, mais là, il essaie de changer la réputation, justement. Mais ça Ouais, n'aide il pas en essaie, faisant mais- en faisant peut-être ces combats-là. Là. En mettant, puis en les mettant en demi-finale aussi. Là. Alors que... Non, mais tu sais, je dis, tu sais, Cyborg, mettons, là, Chris Cyborg qui se bat contre la Canadienne à Edmonton, là, c'est son dernier combat à son contrat. Et là, elle dit, après ça, je vais regarder les markets. Mais tout le monde sait qu'elle va se ramasser chez Bellator. Tu sais, c'est sûr et certain. Ouais. L'UFC ne vont pas y donner, l'argent qu'elle veut pour les catégories des 145 c'est ça. livres. Ouais, puis j'avoue que pour une femme à 145 livres, en Asie, il n'y a pas beaucoup de marché Alors. pour ça avec Ryzen et One. Je ne sais pas s'il y a des à vérifier, mais ouais, effectivement, Bellator, ça semble être le choix logique pour elle, à moins qu'elle retourne au Brésil puis qu'on lui donne un pont d'or pour des organisations là-bas, là, régionales ou nationales ou du Brésil, parce qu'on sait que là-bas est ultra, ultra populaire. On verra. Darren Caldwell contre Kyoji Horiguchi, c'est ça que je vous disais. Horiguchi, ancien de l'UFC, sa dernière défaite, là, c'est contre Demetrius Johnson, c'était à Montréal. Ouais, à À 4,59 4,59 du cinquième round. Ça, c'était fou, là. La soumission, Ouais. ou la victoire avant la limite la plus tardive dans l'histoire de l'UFC. Ça ne peut pas être plus tardif que ça. 4,59 du cinquième. C'était au Centre Bell. Depuis ce temps-là, c'est 12 victoires de suite pour notre ami Kyoji Horiguchi qui s'est fait libérer de l'UFC à un certain moment, est allé en Asie, est à Ryzen, champion. Carrière à 125 et à 135 livres. Et là, avait battu Darren Caldwell, qui est champion 135 livres à Bellator. Il l'avait battu chez Ryzen il y a quelques mois, c'était au mois de décembre. 31 décembre. Et là, c'est la revanche chez Bellator cette fois-là. Et moi, j'aime ça que Bellator... Ouais, je trouve ça cool. Et que Ryzen laisse partir Horiguchi pour l'espace d'un combat pour aller aux États-unis. Tu sais, dans le temps, Pride là, puis UFC, ils faisaient ça. Ouais, c'est vrai, il y a déjà eu des... Ben oui, tu sais, Chuck Liddell allait se battre au Pride, revenu. Il y avait eu Wanderlei Silva, quelques échanges. Tu sais, vraiment pas beaucoup. Mais je trouve ça cool. Tu sais, des fois, c'est juste pour voir une comparaison des combattants d'organisation, des choses comme ça. Tu sais, ça, je trouve ça cool. Ça, j'aime bien ça. Les combattants asiatiques versus ceux américains ou nord-américains qui ont peut-être un style différent également. Donc, Kyoji Horiguchi, tranquillement, pas vite, ça se fait loin des projecteurs, mais est en train de se bâtir une solide réputation comme un des meilleurs chez les poids mouches et les poids coqs. Parce que, comme je vous le disais, après une défaite contre Demetrius Johnson, où il avait été dominé tout le long du combat, mais quand même, se rendre à 4,59 du cinquième round contre Demetrius, il faut le faire. Il était jeune à l'époque. Ouais. Et là, ça ne l'a pas déraillé pantoute. Il est allé sur une méchante séquence, une très, très belle séquence de victoire. Donc, chapeau, ça va être intéressant. Et finalement, tu voulais parler de notre ami Dillon Danis? C'est toi qui voulais en parler. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il va se battre contre... attendez, je vais aller vous trouver. Contre Max Humphrey. OK, ça va être son... On va se le dire, c'est son deuxième combat pro en arts martiaux mix. Et Dillon Danis, c'est un... Il se prend pas pour de la marde. Il se prend pas pour un 7-Up Flax. Exact. C'est un collègue, un partenaire d'entraînement de Conor McGregor, puis il est allé à l'école Conor, puis il était dans le coin quand Khabib s'est rué sur lui. Puis... Je vais lui donner ce qu'il y a. Du point de vue de Jiu-Jitsu, très solide. C'est vraiment là, un très, très bon athlète de Jiu-Jitsu brésilien. Sauf qu'il a une grande gueule, puis pas à peu près. Puis il se voit déjà comme le meilleur combattant d'arts martiaux mix au monde. Son debout est déficient, sérieux. Son debout il est pas beau, là, ça marche pas. Pire que Ben Askren? Écoute, on s'en fait à peu près du même style. Sauf que, tu sais, lui, c'est pas un super lutteur, mais au sol, il est très dangereux. Ouais, si tu lui donnes une petite ouverture, il va gagner. Là. On lui a pas donné une top. Là, on lui a donné Max Humphreys, là, qui est 3-2. Il a perdu son dernier combat en plus par knockout. Là. Fait que, il va le finir. Il va le finir par soumission. C'est ça qui va arriver. Mais Danis, il a une grande gueule. C'est un gars qui il parle beaucoup. Il n'a pas la langue dans sa poche. Ses réseaux sociaux, il envoie promener tout le monde. Il est à genoux devant Conor. C'est son dieu. Sérieusement. Puis après ça, il joue son rôle à lui d'arrogant, des affaires comme ça. Mais tu sais... Si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais il est vraiment dérangeant. Moi, il me tape ses nerfs. C'est parce que le problème, c'est ça. C'est qu'il fait souvent la manchette, défraie la manchette sur les sites spécialisés, tout ça. Tu entends parler de lui, mais après ça, tu te dis... Tu sais, au nombre de fois qu'on entend parler de lui, on aurait tendance à dire « Wow, c'est un méchant combattant, pourquoi on parle de lui autant? » Puis là, tu vas voir sur Internet sa fiche, puis son expérience, puis tu te rends compte que... c'est ça qui arrive, c'est parce qu'il est plus connu. Il n'a aucune expérience. Il a été champion de Jiu-Jitsu, mais c'est même fait
met dehors de son gymnase, C'est ça. jiu-jitsu, parce que à cause de son attitude. Et Fait que, tout tu sais, ça, il est donc, plus connu pour des choses qu'il n'a pas fait que des choses qu'il a fait. ouais, il n'est pas connu pour ses exploits sur les matelas, Positif. sur les matelas ou dans l'octogone, en tout cas, ou dans la cage, assurément. Puis j'ai mentionné Aaron Pico, lui, il va être sur cette carte-là aussi. Aaron Pico, c'est un très, très jeune combattant, une vedette. Un bel espoir. Un bel espoir de Bellator. On l'a recruté à un très, très, très jeune âge. Il a perdu son premier combat, était revenu avec 3 victoires, et là, s'est fait passer un méchant KO à sa dernière présence. Ouais, c'est au mois de décembre. C'est au mois de janvier. Ouais. Et là, on a hâte de voir comment il va revenir. Le Pico, là, il... Tu sais, il a 22 ans seulement. C'est ça, 22? Bon, c'est ça, je vais aller Mais vite. oui, c'était tout un knockout, ça, c'était en janvier. Au premier round en plus, je pense que c'est la première fois qu'il se faisait knocker, oui, exact. Fait que oui, j'ai bien hâte de voir, parce que oui, c'est vrai, là, c'est vraiment tout un bel espoir. Là, à 22 ans, faut le bâtir comme il faut, puis savoir s'il a bien été entouré après ce knockout-là, parce que c'est pas un petit knockout. Non, c'est ça, exact. Donc, c'est la carte Bellator 222 cette fin de semaine. Ce samedi, en fait, en direct du Madison Square Garden, en finale, Rory McDonald contre Neiman Gracie. C'est disponible sur la plateforme DAZN si vous êtes abonné. On va en rediscuter lors de notre prochain épisode. On va revenir sur ce qui s'est passé. On va regarder ça pour vous. C'est tout pour cet épisode de Dans la cage, en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre podcast sur peu importe la plateforme sur laquelle Peu vous écoutez importe, votre on est podcast. partout. Et écrivez-nous, Ben Baudouin, RDS, Pat Côté sur Twitter, Instagram, Facebook. On vous lit tous. On peut répondre à vos questions. Donc, Des suggestions, des questions. on apprécie tous les commentaires. Voilà. Merci beaucoup de nous écouter. On se retrouve pour un prochain épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde! Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.